bonjour à tous. Nous allons attaquer sur un sujet cybersécurité. Cybersécurité, enjeux, applications et impact. Je vais déjà commencer par demander à notre tour de table de faire une petite présentation. Aurélie. Bonjour. Moi je suis Aurélie Boer, je suis chef du centre de formation à la sécurité des systèmes d'information et je travaille donc à l'ANSSI, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui a pour but de protéger les ministères et les grandes entreprises contre les attaques potentielles et à faire en sorte que les systèmes d'information qu'ils utilisent soient robustes. Voilà. Je ne sais pas si je m'étends plus. Très bien. On pourra reparler, je pense, dans l'ANSSI, parce que même pour les entreprises en région, il y a des délégations avec des activités de conseil aussi, même pour les petites, pour les PME. Merci Aurélie. Sarah ? Bonjour, moi donc Sarah, je suis avocate en droit de la data et en nouvelles technologies et j'accompagne les porteurs de projets dans la structuration juridique de leurs projets et dans leur conformité et dans la réduction des risques associés à ces projets. Merci Sarah. Anthony ? Bonjour à tous, Anthony Métayer, je suis délégué général de la CPME Paris et de la CPME Île-de-France. La CPME qui est la première organisation patronale en France en nombre d'entreprises adhérentes. Et donc nous intervenons pour accompagner tous les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs équipes dans tous les sujets socio-économiques, mais aussi dans toutes les mutations, notamment numériques, écologiques, qu'elles doivent traverser aujourd'hui. Merci Anthony. Donc du coup, cybersécurité, alors tout le monde a certainement déjà entendu ce mot, lu derrière ces cybersécurité, il y a pas mal d'enjeux. Alors on a décidé de le jouer avec trois temps, 3 points de vue. Donc Anthony va démarrer sur les enjeux pour les entreprises en termes de sécurité, bien sûr, en termes de citoyenneté. Anthony. Alors, tout d'abord, je vous prie d'excuser le président de la CPME Paris qui souhaitait intervenir aujourd'hui, mais qui a été retenu en dernière minute pour une obligation impérative. Il est très attaché à ce que l'on aborde ces sujets de sécurité, qu'ils soient numériques ou autres, dans des aspects économiques, bien sûr, c'est ce qui intéresse nos entreprises, mais aussi dans le rôle citoyen que nous devons avoir sur tous ces sujets. Parler de cybersécurité, c'est ramener à l'échelle de nos TPE, PME, ce qu'est l'enjeu de la transformation numérique. C'est une évidence pour tout le monde que le numérique est important, qu'il doit faire partie de la vie de nos entreprises, de la vie économique. C'est une évidence, mais dans la pratique, on voit encore ces dernières années que la conscience de ce que le numérique peut apporter dans les entreprises, ce que ça peut représenter comme avantage, on n'est pas à 100% de nos chefs d'entreprise qui en sont convaincus. Ce pourcentage croît. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que même des transitions numériques qui peuvent être engagées, toutes les transitions qui peuvent être engagées depuis parfois des décennies, peuvent mettre du temps à s'inscrire dans les esprits, à s'inscrire dans les pratiques, à s'inscrire dans l'application quotidienne que ça représente pour chacun. Et c'est là qu'on a une dimension de citoyenneté, parce qu'en fait, on n'est pas simplement dans la question de l'efficacité économique de tel ou tel système, de telle ou telle procédure. On est dans une question plus générale de culture des individus, de culture d'acculturation à des nouvelles pratiques, à des nouvelles manières de faire son activité. Et ce ne sont pas des choses qui sont forcément évidentes, immédiates et sur lesquelles ça passe beaucoup par du partage d'expérience,
ça passe aussi beaucoup par le fait qu'on ait de plus en plus de jeunes, de salariés, de collaborateurs formés aux enjeux et qui, dans leur pratique professionnelle, revoient la manière dont ils envisageaient leur activité. Tout ça, voilà. La question même du numérique n'est pas encore une évidence absolue pour tous. On est quand même à des niveaux assez élevés, mais on a progressé de 10 points là, sur les 2 dernières années. L'effet Covid a accéléré cette prise en compte. Et on approche du sommet. Maintenant, on a un vrai enjeu important sur les questions de cybersécurité, parce que là, ça concerne vraiment tout le monde, le chef d'entreprise, les dirigeants, mais chaque collaborateur. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les attaques en termes de cyber les plus fréquentes se passent par des hameçonnages, du phishing et toutes ces autres pratiques. Et les meilleures cibles de ce type d'attaque, tout le monde est concerné, du dirigeant jusqu'à l'assistante qui peut cliquer sur un mail frauduleux, qui peut faire une mauvaise pratique, avoir un mauvais usage de certains outils qui permettent de faire rentrer quelqu'un de mal intentionné dans l'entreprise. Ça, nous menons à la CPME, au niveau national, nous menons des enquêtes régulières sur ces questions de cybersécurité, de cybermalveillance. Depuis quelques années, on a eu une étude récente qui nous disait, dans nos entreprises de moins de 50, qui sont les plus nombreuses, et donc là on se parle de plusieurs millions d'entreprises, que les dirigeants nous disent aux 3/4 qu'ils sensibilisent aux questions de cybersécurité. Bon, ça a l'air bien, pas trop mal, mais quand on creuse un petit peu plus, il y en a moins de la moitié qui le font de manière régulière et qui l'ont fait depuis moins d'1 an. Et on est face à un enjeu où les technologies, les techniques des hackers sont en perpétuelle évolution, en perpétuelle mutation et changent, je dirais, d'une semaine à l'autre, et la manière dont les techniques se peaufinent sont grandissantes. Donc il y a un vrai enjeu pour d'aller plus fréquemment dans chacun des esprits pour bien imprégner de quoi il faut se méfier, sur quoi il faut être sensible. Et ça se passe dans nos entreprises, ça se passe ensuite, c'est entre les mains aussi de tous ceux qui sont amenés à faire de la formation auprès de nos jeunes, de ceux qui nous rejoignent dans les futurs collaborateurs, de ceux qui peuvent venir en alternance, et voilà. Et c'est une œuvre collective, et en cela, c'est une question qui concerne vraiment tout le monde, très politique, et c'est une question qui a un vrai intérêt citoyen, parce que ce qui est en jeu, c'est la survie de nos entreprises, c'est le fait qu'on ait moins d'entreprises victimes, qu'on n'ait pas des entreprises qui partent du jour au lendemain en difficulté et qui disparaissent parce qu'elles ont subi une attaque dont elles ne se relèvent pas, et ça met en danger les emplois dans ce cas. Et c'est aussi savoir préserver le plus possible notre système économique de toutes les attaques extérieures et de tout type de menaces qui peuvent se présenter. Je pourrais certainement dire plein d'autres choses, mais je vais laisser ces dames peut-être apporter des éclairages. Oui, je pense plus qu'on spécifiques. reviendra après sur ces sujets, notamment dans l'entreprise. Peut-être justement, Sarah, un cas où... Oui, on peut donner un cas pratique pour illustrer. Je voulais vous donner un exemple d'attaque cyber. Et puis surtout de tout le déroulé qui doit être mis en place au sein d'une entreprise quand une attaque cyber arrive. Alors l'attaque la plus phénoménale, c'est le ransomware, donc un logiciel espion qui va crypter les données d'une entreprise. Le salarié, n'importe quel salarié d'une entreprise peut être confronté à son écran, et on est presque dans des films, hein, mais son écran qui saute, et puis avec un message disant vos données sont cryptées, si vous souhaitez récupérer les données, merci de payer une rançon. Ça se passe comme ça. Donc quand vous avez un salarié qui découvre ça sur son ordinateur en arrivant le matin à son travail, la première chose qu'il doit savoir, c'est qu'est-ce que je fais ?
Est-ce que je débranche ma machine? Est-ce que je préviens mon DSI, mon RSSI, ma direction? Quelles sont les bonnes pratiques? Et on se rend compte bien souvent que dans ces situations d'urgence, que les salariés n'ont pas de procédure claire, ne sont pas forcément formés en amont, n'ont pas eu les sensibilisations nécessaires pour agir correctement. Et les minutes qui suivent cette découverte sont souvent précieuses pour éviter que le ransomware se déplace dans l'ensemble des infrastructures de la société. Donc, une fois que ce salarié a découvert et qu'il a prévenu les bonnes personnes, bien souvent, une cellule de crise se met en place. Là aussi, la cellule de crise, si on l'invente au moment où on est attaqué, généralement, elle est peu efficiente. Donc, on a des entreprises ou des sociétés de conseil qui proposent de faire des simulations de cellules de crise pour pouvoir justement anticiper et gérer au moment où l'urgence se présente de manière efficiente les choses. Cette cellule de crise, souvent, elle est composée d'un DSI, RSSI, ou en tout cas d'un spécialiste des attaques informatiques pour pouvoir identifier tout de suite d'où est technologiquement, techniquement, d'où vient l'attaque et comment la contrer. Elle est aussi souvent composée quand même d'un directeur financier parce que très vite on va se rendre compte qu'il va y avoir des répercussions importantes sur les systèmes d'exploitation et donc il va falloir les chiffrer et les anticiper. Il faut bien sûr prévenir son assurance. Qu'on ait une assurance cyber ou pas, il faut prévenir son assurance et qui va être de bons conseils et qui va vous accompagner dans la cellule. Avoir votre directeur des affaires juridiques ou bien un conseil externe spécialisé qui vous assiste dans cette cellule. Et bien souvent, on ajoute aussi le volet RH et la communication, que ce soit une communication interne ou externe. Et toutes ces personnes-là doivent, main dans la main, travailler ensemble pour aller au plus vite vers la résolution de l'incident. Une fois techniquement l'incident résolu, on va se rendre compte que juridiquement on a des choses à faire, juridiquement on a peut-être des notifications à faire à des autorités, à la CNIL si des données à caractère personnel sont touchées, à l'ANSSI si on est un opérateur d'importance vitale et qu'on a une obligation aussi de déclarer à l'ANSSI, à l'autorité nationale de santé si on a un opérateur de santé. Donc on doit là aussi connaître en amont les organes, autorités compétentes qui doivent être monopolisés dans ces instants de crise. On va bien sûr déposer plainte et maintenant c'est même une obligation pour pouvoir bénéficier de l'assurance. Il faut déposer plainte et prévenir les autorités judiciaires de cette attaque. Travailler aussi dans le cadre d'un ransomware avec les autorités de police, puisque si vous payez la rançon, potentiellement vous financez le crime organisé, donc il vaut mieux que les autorités soient au courant. Et d'ailleurs maintenant il y a une recommandation qui est faite de manière très large et assumée par tous, qui est de ne pas payer les rançons. Et parfois agir aussi contre ses fournisseurs, ou en tout cas identifier si la faille ne vient pas directement de chez soi mais chez un de ses fournisseurs, et aller potentiellement attaquer le fournisseur en question pour non-respect de ses engagements en matière de cybersécurité. Et une fois ces éléments faits, le volet remédiation dans le futur et prise en compte pour une remédiation dans le futur de ces actes-là doivent être pris en compte avec la définition de plans d'action, que ce soit technique, que ce soit de mise en conformité avec l'aide du juridique, pour que à l'avenir, le risque d'attaque cyber soit le plus faible possible, même s'il n'est jamais en risque zéro. Et bien souvent, je souligne complètement ce que tu disais, c'est que la porte d'entrée, c'est l'humain. C'est l'humain qui va être finalement la faille numéro 1, l'agent zéro, et qui va donc, d'où la nécessité de sensibiliser. Les entreprises, même maintenant, obligent dans leur parcours d'intégration à suivre une formation en cyber avec un système de certification qu'elles doivent renouveler régulièrement. Mais cette sensibilisation, elle est aussi importante dans le cursus scolaire parce qu'elle n'est pas que valable dans le monde professionnel, elle est aussi valable dans le monde personnel, et que la protection de ses données à caractère personnel ou de son capital informationnel à titre personnel en tant que citoyen est aussi importante
que celle du capital informationnel d'une société avec les données confidentielles ou que cela peut comporter. Mais merci. Alors peut-être on refera un petit tour de table à la fin, une fois qu'on aura abordé tous les sujets, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. On entendait tout à l'heure dans d'autres ateliers, j'avais noté culture data des jeunes quand ils vont intégrer les entreprises, et cette culture data, à voir comment elle pourrait être enrichie, notamment au vu des risques finalement de ces données-là. Peut-être un petit point du coup de vue côté ANSSI. Oui, donc effectivement, Sarah a bien expliqué en fait que les impacts sont assez énormes pour une entreprise qui se fait attaquer. Et c'est vrai aujourd'hui que si on sent que les grandes entreprises commencent à comprendre les enjeux et à se doter un peu d'équipes ou de personnes qui connaissent un peu la cybersécurité, on se rend compte que les petites et moyennes entreprises ne se sentent a priori moins concernées, et en plus qu'elles n'ont pas forcément les moyens de se doter de personnel dédié à la cybersécurité. Alors pourquoi elles ne se sentent pas concernées ? C'est assez simple. D'abord, elles sont petites, c'est des toutes petites infrastructures. On a aussi les collectivités locales, les mairies. On sait bien que dans les régions de France, un peu partout, il y a des structures qui sont très petites et qui, d'abord, vivent à 2-3 personnes. Donc elles se disent, on n'a rien à cacher de particulier. Bon, d'abord, rien à cacher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques réalisées donc, par les personnes donc, qui souhaitent entrer dans les systèmes d'information, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus orientées, ciblées vers les petites et très petites entreprises que vers les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que d'abord, les grandes entreprises sont plus armées, ont plus d'outils pour se défendre. Et donc, il est beaucoup plus facile, finalement, de toucher les petites entreprises qui n'ont pas, les moyens de se doter de ressources humaines pour intervenir, ni même de moyens financiers pour avoir les outils adaptés. Donc il y avait eu une étude qui avait été faite. Si on regardait en fait la liste des rançongiciels dont a parlé Sarah, et si on regarde la répartition de ces rançongiciels, par exemple en 2022, sur les types de structures, on voit que en fait plus de la moitié de ces rançongiciels sont dédiés aux PME, aux TPE et aux ETI. Donc vraiment les petites structures. Donc il faut que les petites structures se disent, c'est pas tant que j'ai quelque chose à cacher, c'est surtout que je peux être attaqué du jour au lendemain. Et quand on est attaqué, comme l'a expliqué Sarah, surtout quand on est une très petite structure, finalement c'est la clé sous la porte immédiate en fait, parce qu'on n'a pas vraiment moyen de se défendre. Si c'est une collectivité locale, une mairie, c'est pas la clé sous la porte, mais par contre l'image est impactée. Et l'impact de l'image est très important selon la structure. On ne peut pas subir des attaques au vu de tous. Les hôpitaux, on l'a vu dans les médias, tous ces hôpitaux qui se font attaquer avec des données personnelles des gens qui partent, ça a quand même des impacts forts. Et les hôpitaux, c'est pareil. Aujourd'hui, ce sont des structures qui se font de plus en plus attaquer parce que le domaine de la santé a pas encore finalement investi suffisamment de moyens, suffisamment d'humains pour se protéger de ces attaques informatiques. Donc en tout cas, il faut vraiment que chacun se sente concerné par cette problématique et essaye de voir comment il peut se protéger. Alors, la question du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, c'est pas du tout évident. En termes de recrutement par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a eu des chiffres qu'on a lus dans la presse les dernières années sur une pénurie de compétences en cybersécurité. Il faut à tout prix trouver des gens qui travaillent dans ce domaine. Comment faire ? Est-ce qu'il faut augmenter les formations ? Est-ce qu'il faut recruter plus, ouvrir plus de postes ? Voilà. Donc il y a eu des démarches qui ont été lancées par le gouvernement, des sous qui ont été mis sur des projets pour essayer vraiment de faire émerger la cyber et que vraiment tout le monde prenne conscience de ça. Et puis, il y a des entreprises qui ont proposé plus d'offres d'emploi pour des postes en cybersécurité. Donc nous, on avait fait un peu une étude avec donc, la Délégation générale pour l'emploi et la formation professionnelle via l'AFPA sur un observatoire sur les métiers de la SSI et sur le marché de l'emploi pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était du marché de l'emploi, les métiers en SSI, quels étaient les types de métiers, les besoins métiers particuliers, les employeurs, quels sont leurs besoins finalement.
Et donc l'étude, elle était assez intéressante parce que d'abord, quand on a regardé les offres d'emploi qui paraissaient, donc on avait capté à peu près 8000 offres d'emploi à ce moment-là. C'était alors ça date un petit peu, mais bon, c'était les offres d'emploi en 2019, l'étude datait de 2020. On avait remarqué que 30% des offres d'emploi étaient intitulées « ingénieur cybersécurité ». Et alors, ingénieur cybersécurité, ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas un emploi, en fait, c'est pas un métier particulier, c'est simplement un niveau d'études. Ingénieur cyber, ça veut à peu près rien dire, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que sur ces 8000 offres, il y avait 30% d'offres dont l'intitulé n'était pas clair. Ça veut dire que les employeurs eux-mêmes ou les ressources humaines ne savaient même pas définir eux-mêmes quels étaient leurs besoins en cyber. Donc, ils se disaient, c'est pas grave, je vais postuler, je vais mettre des fiches de poste en disant je cherche un ingénieur cyber. L'ingénieur, il connaît la cyber, il a fait des années d'études, il saura sûrement m'aider dans l'entreprise et voilà. Sauf que ça marche pas parce que ces offres, elles sont généralistes, elles ont du coup, le métier n'est pas clair. La description, souvent, on l'a vu en détail, c'est souvent très flou. Et donc, en fait, les jeunes qui, eux, ont suivi des études en cybersécurité, qui cherchent un emploi, ils ne vont pas répondre à ces offres-là, puisque de toute façon, dans la description de l'offre, ils voient bien qu'en fait, on ne voit pas très bien ce qu'on va leur faire faire. Et par ailleurs, quand on demande du coup aux gens qui travaillent dans la cyber comment ils ont été recrutés, plus de la moitié ont été recrutés par le marché caché. Ça veut dire qu'en fait, c'est entre le bouche à oreille, les connaissances d'une entreprise à une autre, et donc finalement, la plupart ne répondent pas à des offres d'emploi. Donc finalement, juste dire je vais postuler, enfin je vais, ouvrir plus de postes en cyber et mettre des fiches de poste à l'intitulé ingénieur cyber, en fait, ça résout rien. Il ne se passe rien, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les métiers, les besoins, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que, comme je l'ai dit, les employeurs, les ressources humaines ne savent pas eux-mêmes identifier leurs besoins. Et donc, les étudiants eux-mêmes ne savent pas non plus. C'est-à-dire, ils vont faire des formations généralistes, mais ils ne savent pas très bien pour quel type de métier, pour quel type de besoin. Donc ce qu'on fait nous à l'ANSSI, avec notamment la délégation générale pour l'emploi, avec aussi les acteurs de l'écosystème du campus cyber, qui est en fait une entité qui regroupe plein d'acteurs qui travaillent dans la cybersécurité, c'est d'essayer de mieux faire comprendre les métiers qu'il y a en cybersécurité. Donc quels sont les métiers ? Donc il y a des panoramas de métiers, on a une liste des métiers de la SSI et ce qu'on peut faire pour chacun de ces métiers. On a une matrice de compétences, par exemple, qu'on a rendue publique, à laquelle tout le monde peut accéder, qui permet pour chaque métier identifié d'avoir une liste de compétences métiers, donc pour très clairement pouvoir dire ce métier-là, qu'est-ce que ça veut dire, avec un certain nombre de compétences. Et puis ça va aider les formations, les porteurs de formation, parce que ceux qui veulent créer des nouvelles formations, eux aussi, ils vont se dire quel type de formation je dois créer en cyber, sur quel thème, est-ce que je crée une formation généraliste ou une formation très spécialisée. Aujourd'hui, en France, en cybersécurité, des formations, il y en a plein. Il y en a plein, et il y en a aussi plein qui ne sont pas pleines, et il y en a aussi plein qui ont été créées et qui vont fermer. Alors c'est un peu bizarre, on se dit les jeunes devraient être intéressés par ces formations, mais ces formations elles sont trop généralistes, elles sont toutes a priori plus d'un bac plus 5, et finalement ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et c'est la tendance un peu, c'est que les formations de bac plus 2 à bac plus 5, entre les deux, en cyber ça n'existe pas, enfin on n'en trouve pas, et donc il y a des volontés de plus en plus de développer ces nouvelles formations. Et donc c'est aussi en ça qu'on accompagne finalement ces personnes à créer ces formations adaptées aux besoins métiers. Donc l'idée ce serait plus finalement de mettre une coloration cyber dans des métiers qui existent déjà, des métiers du numérique, de l'informatique. On peut imaginer qu'un administrateur système et réseau, on peut très bien lui mettre un peu de coloration cyber dedans, et donc il deviendra un spécialiste dans ce domaine-là. Il ne sera pas un généraliste en cybersécurité, mais ce n'est pas forcément grave, parce que l'entreprise, elle n'a peut-être pas besoin d'une personne qui est généraliste. Je peux dire un tout dernier, pardon, parce que je vois que je discute non, il n'y a beaucoup. pas aucun souci. Et donc...
Et donc plus généralement, enfin au-delà finalement de ces initiatives, mais nous on travaille vraiment beaucoup à ça, à accompagner les porteurs de formation d'un côté, à accompagner les employeurs de l'autre, à mieux connaître les métiers, à essayer de mieux identifier les besoins pour vraiment cibler finalement les besoins côté employeur et ce que peuvent faire les formations de l'autre côté pour former des gens. Il y a aussi évidemment la formation, la reconversion professionnelle, dont je n'ai pas trop parlé, mais qui est hyper importante. Parce que contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent en cybersécurité, qui travaillent dans ce domaine depuis peu de temps, depuis en général moins de 5 ans. Et en fait, ces gens, la plupart, exerçaient d'autres métiers avant et se sont reconvertis dans la cyber. Donc il ne faut pas croire que la cyber, c'est dédié que à des gens qui ont fait des études cyber et passé un certain âge, on ne peut plus en faire. Ça, c'est faux. Toutes les tranches d'âge sont représentées. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Donc, il faut aussi que les employeurs aident leurs employés, les encouragent en fait à se former pour pouvoir justement acquérir des compétences dans ce domaine. Et après, j'avais un autre point, mais je pense qu'on en parlera parce que ça dévie encore un petit peu, mais c'est plutôt la formation vraiment grand public. Je pense qu'on en parlera peut-être. Alors oui, parce que moi, il y a un sujet qui me chagrine un petit peu, c'est le mot cybersécurité, et c'est le fait d'imaginer que ça ne concerne que l'informatique, et de s'apercevoir que finalement, l'entreprise, notamment, elle a toujours un train de retard, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va faire que constater, que pleurer. Et moi, j'avais deux sujets, c'est qu'est-ce qu'on attendrait des nouveaux collaborateurs quand ils rentrent dans l'entreprise, notamment lorsqu'ils viennent de BUT, en termes de cette culture data, ce respect des données, les aspects confidentiels, parce qu'ils sont amenés de toute façon à évoluer dans un monde très interactif, comme tu le disais à titre personnel, mais au titre de l'entreprise. Donc ça serait mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, c'est finalement qui autour de l'entreprise, qui sont les bons acteurs pour sensibiliser, parce qu'on prêche beaucoup dans le désert auprès des PME ou autres en disant sécurisez-vous, mais en fait on n'utilise certainement pas les bons termes. Qui sont les bons acteurs qui pourraient sensibiliser les entreprises, leurs banquiers, leurs assureurs, leurs experts comptables? Mais déjà revenons sur cette culture data. Alors, sur la culture data, moi j'ai la sensation, et depuis ce matin, que cette notion de culture data ou de cette notion de sensibilisation de tout à chacun sur la technologie, les enjeux numériques, qui sont des enjeux à la fois de souveraineté nationale et de sécurité nationale. Donc si on prend les différentes clés de lecture des sujets sensibilisation au monde numérique, on peut avoir une lecture très haute en disant que c'est des enjeux aussi de souveraineté nationale et de sécurité nationale. C'est des enjeux aussi de souveraineté de chacune des entreprises pour la protection de son capital informationnel, de ses secrets d'affaires. Il y a aussi beaucoup d'espionnage industriel avec la cybersécurité, donc l'entreprise va vraiment être sensible à ça. Et puis c'est des enjeux de citoyenneté. Et donc qu'il y ait des formations qui soient transverse à tous les secteurs, parce que tous les secteurs sont impactés et compte tenu de la numérisation, même des métiers techniques, qu'il y ait cette formation et cette sensibilisation à la data, à la nécessité de comprendre qu'une donnée, elle est multipliable à l'infini et tellement facilement transmissible par email ou par tout autre système, en fait, à partir du moment où une donnée est dans la nature, on n'a plus de maîtrise sur cette donnée. Et donc d'avoir une culture, l'ensemble des apprenants, dès les formations, y compris les plus jeunes âges, et je crois que tu pourras peut-être en dire un peu, mais PIX, la plateforme PIX permet cette sensibilisation pour les plus jeunes et d'avoir cette culture qui suit ensuite les différents âges. Elle est fondamentale pour l'acteur citoyen, l'acteur professionnel et l'acteur du monde. C'est justement là, et on va faire le lien avec ton point sur la question grand public, c'est que cybersécurité, donc dans beaucoup d'esprits, on a l'image du pirate uniquement et qui va attaquer et qui va essayer de voler toutes les données, etc. Mais en fait, les enjeux de cybersécurité sont intégrés, et je pense,
on doit tous acquérir la culture que la question de la cybersécurité, c'est la question de notre usage du numérique. Point. En fait, la cybersécurité doit être une réflexion dans toutes les manières dont on utilise les outils numériques. On est tous connectés et en cela, on est tous exposés, potentiellement vulnérables. Et la première je pense, des questions, enfin, de ce qu'on doit protéger en termes de sécurité dans le numérique, c'est ces données personnelles. En tant que citoyen, on doit se protéger, nous, de ne pas forcément dévoiler n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de ne pas raconter toute sa vie et poster tout le détail de tous les moments de sa vie. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut être un peu plus sensible. C'est déjà en soi un risque d'exposition et de surexposition qui crée des vulnérabilités. Et après, ce sont des citoyens, tous, qui arrivent dans nos entreprises et qui, peut-être par ces mauvaises habitudes qu'ils vont avoir à titre personnel, vont aussi parfois les importer et les exposer auprès de tout le monde. Aujourd'hui, alors, on a besoin d'experts très pointus, très techniques, des ingénieurs cybersécurité, même si ce n'est pas un métier, mais on a besoin de spécialistes de cybersécurité pour pouvoir être capable d'orienter, de conseiller nos entreprises et de pouvoir s'adresser à des questions d'infrastructure. Là, sur vraiment le lourd, le technique, il y a vraiment des choses assez importantes. Mais je pense très clairement qu'un responsable RH, un DRH, aujourd'hui, il manipule des données sensibles tous les jours. Il ne fait que ça, en fait. Si cette personne-là n'est pas consciente de l'importance de protéger ces données-là, on est encore plus exposé. C'est en cela que c'est un enjeu citoyen, ça concerne vraiment tout le monde. C'est qu'il faut que cette culture cyber soit vraiment dans tous les esprits. On est dans une transformation numérique qui a ses contraintes et ses expositions et qu'il faut traiter dans cette question de cybersécurité. Voilà, ne pas considérer que ça concerne tout le monde serait comme se dire que la transition écologique que l'on doit aussi affronter actuellement ne concerne que les plus gros pollueurs et puis vous occupez pas des autres, c'est pas grave. Oui, et pour ajouter des éléments, effectivement, on voit par exemple que l'éducation nationale s'empare du sujet, puisque évidemment, autant que le numérique rentre dans nos vies au plus jeune âge, puisque aujourd'hui les enfants qui naissent, ils naissent avec des téléphones portables dans leurs mains. Enfin, je veux dire, ils ont toujours connu que ça. Donc très jeunes, ils vont utiliser les téléphones portables, les tablettes, les réseaux sociaux, c'est leur vie quotidienne très jeune. Et donc l'éducation nationale a intégré dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires des notions sur le numérique et justement sur les données personnelles dont on a parlé, sur la protection d'un certain nombre de choses. Et donc, en particulier, lié à ça, il y a donc une initiative qui existe et donc une plateforme qui s'appelle Pix, que vous connaissez peut-être. Cette plateforme, elle permet en fait de tester ses compétences dans le numérique et sur certaines branches du numérique, on a la cybersécurité. Sous forme très ludique, ce sont des jeux, et donc en fait on répond à des questions et si on répond bien, on continue, on va plus loin, on gagne des points, etc. Si on n'y arrive pas, on a des questions plus simples. Et en fait, il faut savoir que depuis l'année dernière, tous les élèves de collège en troisième et les élèves de terminale sont obligés dans leur parcours du coup de suivre cette certification PIX. Donc ça représente un volume de la population qui est quand même assez énorme. On en discutait la semaine dernière, on est à peu près à 3,5 millions d'élèves qui ont suivi cette certification PIX l'année dernière. Donc vous vous rendez compte la masse d'élèves que ça représente. Et par les élèves, on va toucher aussi les parents, puisqu'évidemment les parents vont être derrière, vont entendre parler de cette plateforme, peuvent aussi le faire, puisque ce n'est pas dédié que pour les enfants, c'est dédié pour tout le monde. Et il crée aussi des parcours dédiés à des domaines d'activité qui se sentent moins concernés par le numérique ou en tout cas qui ont un besoin que ce numérique ou cette cybersécurité soit adapté à leurs besoins métiers. Et donc en particulier, il y a des parcours PIX plus droit
pour les gens qui travaillent dans le droit. Et PIX Plus Santé, parce que j'en parlais tout à l'heure aussi, pour tous les agents les hôpitaux, etc., qui connaissent beaucoup moins ces notions numériques. Et donc, comme on le disait tout à l'heure sur un employé, qu'est-ce que peut faire un employé quand il rentre dans une entreprise? Alors nous, il faut savoir qu'à l'Annecy, par exemple, on a un MOOC, donc un cours en ligne qui est gratuit, que vous pouvez tous faire, qui va en fait retracer un certain nombre de règles d'usage en cybersécurité. Il y a plusieurs modules, on vous explique quels sont les acteurs importants en cybersécurité, quelles sont les bonnes pratiques. On vous explique aussi que l'agence publie en ligne beaucoup de guides, des guides à l'usage de l'employé qui part en voyage, des guides à l'usage de l'entreprise, des guides à l'usage d'un administrateur de l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit développer. Tous ces guides sont publics, on peut tous les regarder, donc déjà ça donne un petit peu d'éléments. Et donc concernant ce MOOC, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'employeurs qui nous demandent les sources du MOOC puisqu'elles sont aussi ouvertes et qui demandent à leurs employés quand ils arrivent dans l'entreprise de suivre, pas tout le MOOC parce que c'est un gros volume, mais par exemple la première unité qui est juste une compréhension finalement de la cybersécurité. Très bien, écoutez, merci beaucoup, mais encore quelques mots à ajouter sur... Justement, nous on est souvent en relais justement de l'ANSSI, NSSI ou faut dire, j'avais plutôt l'habitude de dire l'ANSSI avec les gendarmeries, les 6, les 10 dans les territoires pour diffuser toutes ces bonnes pratiques. Clairement, sur des toutes petites entreprises, malheureusement, les moyens humains sont trop limités pour faire de vraies formations ou de vrais parcours d'intégration, comme tu le suggérais tout à l'heure, et avoir le minimum de sensibilité et de sensibilisation sur ces sujets-là et le minimum de survie pour éviter de faire trop de bêtises en fait dans ces usages numériques ensuite. Et c'est important. Enfin, l'année dernière, nous, sur la CPME Paris, on a pu mener 1300 sensibilisations auprès d'entreprises. C'est tous des exemples de notre mobilisation sur ces sujets. Ça ne suffit pas, il faut que ce soit dans tous les parcours de formation. Et si je peux juste ajouter une toute petite chose, il y a eu, vous en avez sûrement entendu parler, même certains ont candidaté un appel à projet donc de l'AMI-CMA, donc le gouvernement qui en fait a déployé une enveloppe de 150 millions d'euros pour des projets qui pourraient être déposés sur des projets sur les compétences et métiers d'avenir. Donc dans la liste des métiers d'avenir, il y a le domaine de la cybersécurité. Et donc tous les acteurs, donc il faut créer des consortiums, des groupes qui se créent. Et quand ces acteurs déposent un projet, soit sur le développement de formations en cybersécurité, soit sur des diagnostics sur l'état des lieux, comme j'en parlais tout à l'heure du marché de l'emploi ou de la cybersécurité, donc peuvent recevoir de l'argent pour travailler sur ces domaines. Donc il y a un vrai investissement de l'État sur ce sujet. Et ce qu'il faut savoir notamment, c'est que dans la feuille de route, il est mentionné le fait que ce qu'on aimerait, c'est que tous les élèves, en fait, là je parlais de PIX pour le collège et pour le lycée, mais que tous les élèves d'enseignement supérieur, donc après le bac, aient tous un volet cybersécurité dans leur formation, quelle que soit la formation. C'est-à-dire que ce soit une formation sciences politiques, que ce soit une formation de médecine, voilà, et pas que l'informatique, encore une fois, parce que la cyber n'est pas que liée à l'informatique. En fait, c'est le numérique qu'on utilise tous au quotidien dans tous les métiers, toutes les disciplines, quelles qu'elles soient aujourd'hui. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'il faut casser un peu les clichés de la cybersécurité, parce que ça reste ancré de manière très forte dans l'esprit. C'est-à-dire que le hacker, le pirate informatique qu'on voit dans les séries télé, au cinéma, c'est pas la réalité. Les hackers, ils n'ont pas une capuche, c'est pas que des hommes, c'est pas des asociaux, ça c'est pas vrai. Les gens qui travaillent dans la cyber sont pas que des hommes non plus. Il y a que 10% de femmes en cybersécurité, donc il y en a pas beaucoup. Mais parce que les femmes ne s'imaginent pas non plus dans ce domaine, puisque les représentations sont voilà, comme je disais, un geek à capuche, donc forcément ça fait pas envie, pour les femmes.
Mais donc, il faut aussi casser cette représentation. Et pour la casser, il faut faire connaître en fait la discipline. Il faut faire connaître la discipline, faire connaître les métiers, aussi aux élèves. Les élèves qui sont en formation à la fac ou autre, il faut leur faire connaître cette discipline, il faut leur dire, voilà, il y a des métiers qui existent et ça peut parler à plein de jeunes. Et il y a une initiative, je finirai là-dessus juste, qu'on a lancée aussi qui s'appelle, donc il y a Cyber Enjeux, vous en avez peut-être entendu parler, qui permet aux profs de collège et lycée d'aider en fait leurs élèves à comprendre la cybersécurité en faisant un jeu de société avec eux. Donc ça, c'est une initiative, vous pouvez trouver en ligne, en tout cas ce projet. Et un autre projet qui va bientôt voir le jour là, qui sont des affiches qu'on a créées, pareil avec le Lab 110 bis et en partenariat avec l'Éducation nationale, qui seront affichées dans beaucoup de collèges et de lycées de France sur des métiers de la cyber pour mieux faire connaître les métiers, avec des QR codes de gens qui raconteront leur propre expérience et qui expliqueront que s'ils sont là, c'est pas parce que ça leur plaisait, et en tout cas ils sont arrivés là parfois par des parcours atypiques, donc ça peut être ouvert à tout le monde. Très bien, quelques mots à rajouter? Non, on a un auditoire qui est vraiment parfait pour notre discours. On va certainement avoir plein de questions sur cette manière de mettre en place des programmes de culture data pour que nos étudiants, lorsqu'ils arrivent en entreprise, ils puissent au moins apporter aussi tout ce qu'ils auront vu pendant leur cursus. Les IUT ont des départements qui sont bien sûr pas que informatique, biologie, etc. Et je pense qu'on est un bon terreau, les IUT, pour faire avancer encore cette culture et sécuriser ensuite les entreprises dans lesquelles nos étudiants travailleront. On va passer sur un moment de questions, si vous voulez bien. Alors oui, je voulais déjà intervenir sur un point. Vous avez parlé de transversalité. Il faut bien prendre conscience de cette transversalité. Surtout, nous sommes donc dans la société d'encouragement pour l'industrie nationale, donc on parle de réindustrialisation. Eh bien, l'enjeu, il est là aussi, puisque la réindustrialisation, on a dit que ça allait se passer avec la robotisation, et les robots sont souvent connectés aussi. Et donc, ça veut dire que quand on a parlé de l'écran de la personne qui se bloque, c'est une chose, mais quand c'est tout l'outil de production qui se bloque parce que le virus il est passé par là et que donc le ransomware se passe au niveau de l'outil de production, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là on n'est plus simplement sur de l'administratif qui est bloqué, on est également sur les entreprises de production. Et c'est déjà arrivé et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas si on n'est pas vigilant sur cette chose-là. Et un autre élément aussi qui appelle à la transversalité, une fraude dont on n'a pas forcément parlé là, qui est la fraude au président. Donc en fait, le fait de se faire passer pour le président d'une entreprise pour obtenir des déblocages de fonds parce qu'il y a urgence, un marché particulier, et ça marche puisque encore dernièrement, il y a eu un cas vraiment assez récent. Donc ça veut bien dire que là, quand on est sur ce système de fraude au président, c'est pas simplement les informaticiens qui doivent être alertés, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en lien avec le président doivent être vraiment sensibilisées sur ce genre de choses, et notamment dans les petites entreprises également. Voilà. Et pour compléter peut-être quelques chiffres, pour compléter ce que vous venez de dire, un gros litige cybersécurité en 2017, c'était Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'était un ransomware aussi qui s'appelait NotPetya. Ils ont chiffré Saint-Gobain leur perte d'exploitation et coûts à 250 millions d'euros. Donc, et sans compter derrière les coûts nécessaires à la mise en place des nouvelles infrastructures pour parer à ces risques-là. Et il y a une étude qui est parue il y a peu, un rapport IBM Security, qui chiffre le coût moyen d'une attaque cyber à 4,35 millions de dollars, à partir d'une étude faite sur plus de 500 entreprises de différentes tailles. Donc un coût moyen de 4,35 millions de dollars. Et dans ce coût, il y a les coûts vraiment directs de récupération de données, création des patchs nécessaires pour patcher la faille, les coûts juridiques, mais aussi les coûts, et ce que tu disais très bien Aurélie, les coûts indirects de perte d'image, de perte des confiances des fournisseurs ou des clients, de problématiques derrière sur le marché du travail, parce que l'entreprise, elle va perdre en légitimité et en attractivité. Et donc tout ça, voilà, c'est des chiffres pour prolonger ce propos. Quelques autres questions?
bonjour, donc Philippe Paulet, directeur adjoint de l'IUT de Valenciennes. J'ai peut-être une faille de mémoire. Il me semblait qu'au niveau de l'ANSSI, il y avait un programme de labellisation de formation. Alors, je crois qu'il y avait le SecNumEdu, mais ça c'était plutôt pour les formations vraiment, on va dire, en cybersécurité. Et il me semblait qu'il y avait aussi le label CyberEdu. Et je me demandais naïvement, puisqu'en fait, suite à vos interventions, il paraît évident qu'il faut sensibiliser en fait chaque collaborateur d'une entreprise au risque, en fait, inculquer une formation hygiène et sécurité numérique. Je me demandais si à terme, dans nos programmes nationaux de BUT, si on ne pourrait pas intégrer un programme qui permettrait d'avoir une labellisation nationale au niveau des BUT, une labellisation CyberEdu. Et pour rassurer certains, quand même, dans nos programmes de BUT plutôt orientés dans le numérique, on a en GE2I, je pense qu'il y a des modules, des ressources liées justement à la cybersécurité. Dans l'industrie, on a le BUT informatique, puis le BUT R&T, je pense qu'il y a aussi tout un parcours en cybersécurité. Donc je pense que l'IUT au niveau national est quand même très, très, très vigilant sur le sujet. Oui, donc pour répondre aux initiatives, vous avez raison, il y a deux initiatives. Il y a le label SecNumEdu dont vous avez parlé. Donc c'est effectivement, on labellise des formations d'enseignement supérieur qui donc sont des formations en cybersécurité. Donc effectivement, c'est plutôt du Bac+5, école d'ingénieurs et autres. Et on a effectivement une autre initiative, donc on avait créé il y a quelques années, qui existe toujours, c'est plus nous qui portons, c'est une association aujourd'hui qui s'appelle CyberEdu. Et donc cette association, en fait, elle vise à rassembler autour d'une communauté toutes les formations d'enseignement supérieur, mais pas Bac+5, et qui ne sont pas des formations généralistes en cybersécurité. Donc effectivement, ce que vous dites, les BUT, les IUT, toutes ces formations en fait qui ont une petite coloration cybersécurité ou pour lesquelles on aimerait avoir cette petite coloration, elles peuvent faire partie de cette association CyberEdu. Et l'objectif en fait, c'est de fournir à ces enseignants notamment des kits pédagogiques pour les aider en fait à inclure de la cyber dans leurs enseignements. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir simplement, aujourd'hui nous on n'est plus porteur de l'association, donc l'association elle vit toute seule. Elle est gérée aujourd'hui par très peu de personnes, donc elle est un petit peu vieillissante. Donc il faudrait aussi que les kits pédagogiques et les ressources soient un peu remises au goût du jour. Après, ce que vous dites sur les labels, oui, bien sûr, dans l'absolu, il faudrait labelliser les formations entre finalement CyberEdu et SecNumEdu. C'est entre les deux à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a soit de la sensibilisation d'un côté, soit de l'expertise de l'autre. En fait, on est vraiment là-dedans. Donc oui, bien sûr, l'idée, elle est. Après, il faut que le centre le fasse. Aujourd'hui, nous, au centre, on est 5. Donc ça va être difficile. On n'a pas les ressources humaines, mais bien sûr que l'idée, elle est intéressante. Ouais. Une autre question ? Oui, bonjour, Nicolas Ferret, IUT d'Orsay. Je vais faire quelques remarques, notamment côté formation. Alors avec le BUT, il y a quand même un certain nombre de licences professionnelles très pointues qui sont mises en danger en fait avec la réforme du BUT, notamment par exemple le fait que les IUT ne peuvent pas faire tous les parcours. Nous on a par exemple en informatique développement, mais en face il y a un parcours données, IA, en face un parcours réseau sécurité. Et du coup, on n'est pas en mesure, en fait, humainement, de faire tous ces parcours. Et du coup, on est obligé d'abandonner certaines formations, par exemple sur les données et sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur réseau et sécurité, parce qu'en fait, sur 3 ans, c'est très différent de faire une licence extrêmement pointue. Par exemple, on a une licence sécurité réseau, système informatique qui reste, mais qui sont seulement sur 1 an avec quelque chose de beaucoup plus pointu et de beaucoup plus en rapport avec le besoin. Et d'ailleurs, ces licences ont beaucoup de succès, y compris auprès de l'institution. Donc ça, c'est ma première remarque par rapport à la formation. Et ma seconde remarque, c'est par rapport au fait que la stratégie
on va dire presque nationale, mais qu'elle se soit dans les entreprises publiques comme dans les entreprises privées, est de beaucoup baser la cybersécurité sur la responsabilité individuelle, un petit peu comme on base la transition écologique sur la responsabilité individuelle, avec, en tout cas pour ce que je connais du CNRS et de l'université, mais aussi c'est vrai dans les hôpitaux, quasiment aucune ressource vraiment institutionnelle pour mettre en place les services informatiques qui vont bien et qui pourraient faire en sorte d'éviter que les hameçonnages arrivent en bas, que les ransomware arrivent en bas. Normalement, dans un environnement sécurisé, ça, c'est pas censé arriver. Et que même s'il y a toujours la dimension humaine, hein, qui est une part de faille, mais en fait, le fait qu'il n'y ait aucun moyen et aucune prise de conscience qu'il faille vraiment un investissement institutionnel majeur dans le domaine, c'est extrêmement important. Et par exemple, j'ai été extrêmement choqué que, par exemple, le CNRS choisisse Microsoft et les GAFAM comme opérateurs, en fait, et comme outils de recherche, ou par exemple des outils qui viennent essentiellement de BlackRock, donc américains, quand il y a eu le Covid, pour les structures par rapport à l'éducation. Donc, et alors ma dernière remarque, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de moyens, tout le monde se referme un peu comme une coquille, et là il y a un rapport du CNRS qui vient de sortir sur le fait que du coup les éléments mis en place sont des éléments de frein énormes et de frein à la fois à l'innovation et à la recherche. Et il y a un rapport d'entrave du conseil scientifique du CNRS par rapport à ça, qui est très important à lire, parce qu'on est en train, du fait de ne pas mettre de moyens dans la cybersécurité au-dessus, de mettre des verrous un peu partout pour éviter qu'il y ait des problèmes, et qui sont vraiment une entrave à la recherche, à l'innovation et aussi à l'enseignement. Merci. Merci. Peut-être donc du coup je pense qu'on va être pas loin de conclure, mais simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à décorréler la cybersécurité et les experts de la cybersécurité, dont on sait effectivement on a des départements informatiques, on a des licences professionnelles, etc. Donc ces métiers qui sont vraiment très, très dédiés, et parler français, parler anglais, parler data, pour moi ça fait partie aujourd'hui de peut-être une culture générale avec les programmes associés qu'il faudrait mettre en œuvre, qu'on doit apporter à tous nos étudiants, qu'ils soient en biologie, qu'ils soient en TC, qu'ils soient en informatique. Et on est bien sur deux sujets qui pour moi sont vraiment distincts. Germain, une question ? Donc Jean-Michel, si tu me permets. Patrick Danaudière, là, donc UT de Dijon. Moi, c'est une question, enfin, c'est pas une question, c'est plus une vigilance, et je me tourne vers la CPME. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes qui ont une pratique du numérique depuis, c'était dit, hein, le tout jeune âge, donc ils n'ont absolument pas peur de leur pratique. Et forcément, ils ont des PC personnels sur lesquels ils n'hésitent pas à craquer des logiciels qui sont effectivement le premier vecteur d'entrée d'un virus. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, lors des stages ou de l'alternance même, qui ne fournissent pas le matériel en fait, aux jeunes. Et donc il y a un gros risque qui est pris, parce qu'effectivement à ce moment-là, c'est une entrée encore plus facile, hein, de piratage au sein de ces petites entreprises et moyennes entreprises qui ne font pas le nécessaire et qui sont assez vigilants en quelque sorte par rapport à ces équipements mis à disposition des jeunes. Donc voilà, c'était simplement une alerte, et avoir votre retour aussi si possible. Merci. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, et même le télétravail et finalement le flou dans les frontières privées, perso, dans le monde du travail accentue aussi ce risque-là, parce qu'on va avoir tendance à se connecter par la connexion à Microsoft Cloud, pour ne pas les citer, à l'ensemble de notre infrastructure professionnelle sur nos devices personnels, ou bien avec un Wi-Fi d'hôtel non sécurisé, en se connectant à son ordinateur du travail, son VPN, ce genre de choses. Et ça fait partie, oui, des bonnes pratiques.
à peut-être donner un bon tips finalement pour chacun, mais là où je vous rejoins, c'est aussi quand un stagiaire, un apprenti ou un nouvel entrant dans une entreprise arrive, que les entreprises se dotent de kits de bonnes pratiques claires, faciles, didactiques, puis les chartes informatiques qu'on connaît dans certaines boîtes qui font 30 pages, qui sont ultra techniques et auxquelles on ne comprend rien, mais une liste de bonnes pratiques, de choses autorisées et de choses interdites de manière claire, quoi. Une des bonnes pratiques de base, et c'est l'une de celles qu'on répète le plus souvent, c'est de changer ses mots de passe régulièrement. C'est pénible, hein. C'est lourd, mais c'est souvent une des premières choses. Et de toute façon, en fait, alors, on est inévitablement amené à avoir parfois besoin de se connecter sur un matériel qui n'est pas que du matériel certifié. Et puis, il peut y avoir plein de situations et de contraintes qui font qu'on est en déplacement, que la seule manière d'avoir un réseau, c'est pas forcément dans des situations sécurisées. Donc, il faut multiplier les angles de protection et ça va être conscient dans les pratiques que l'on doit se sécuriser à différents niveaux. C'est pas parce qu'on a un super VPN et des super clés de sécurité sur ces mots de passe qu'on ne va pas cliquer bêtement sur le dernier SMS reçu. Là, a priori, j'ai un abonnement Netflix qui ne fonctionne plus. Il faut que je ressouscrive tout de suite, c'est urgent a priori, sinon je vais être coupé ce soir. Voilà, tous ces messages qui arrivent sur les téléphones, sur les boîtes mail à longueur de temps et qui sont l'une des premières clés pour nous piéger, quoi. Merci. Alors Germain, que je vois, je ne voyais pas Patrick derrière. Germain Zimmerlet, président du conseil de l'IUT Robert Schuman à Ilkirch, Strasbourg. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, de protection des datas, je crois qu'il n'y a pas que le terme cyber qu'il faut évoquer. Il faut aussi, je dirais, traiter le problème en interne dans les entreprises. Et pour avoir été confronté dans le monde de la santé à ces problèmes-là, où on a effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, une problématique des données de santé qui sont extrêmement, je dirais, précieuses, et puis un risque parfois, un collaborateur médecin a profité du dossier où il avait accès d'un collaborateur, d'un autre médecin, pour effectivement divulguer des informations extrêmement sensibles. Donc en fait, il n'y a pas que le terme cyber, en fait, qui est en cas le domaine de sécurité, c'est aussi toute la problématique interne, je dirais, de l'entreprise à laquelle il faut veiller quand on est en charge de la sécurité des systèmes d'information. Et j'ai été obligé, à un moment donné, de me séparer en système d'information d'un collaborateur qui se croyait autorisé, parce qu'il était informaticien, d'avoir accès à des dossiers et de commencer à publier des données. Donc il n'y a pas que le domaine cyber qui est concerné. C'est justement le point sur lequel je voulais dire tout à l'heure sur les usages numériques de tous. Je pense qu'avant que les jeunes soient dans nos entreprises, il faut qu'ils aient les bonnes pratiques, parce que tout ce qu'ils laissent à longueur de temps sur les réseaux sociaux, ça se transforme souvent dans vos établissements en cyberharcèlement. Cette pratique, elle existe, elle est triste, malheureuse, et quand elle arrive, c'est souvent trop tard. C'est aussi ça, et ces usages-là qu'il y a dans la vie de tous et dans la vie collective, dans la vie de certains jeunes, ce sont des mauvaises pratiques qui, après, arrivent dans le domaine de l'entreprise. Donc voilà, c'est là que l'enjeu ne dépasse pas simplement la pure question économique de nos entreprises qui sont exposées après. Peut-être juste pour dire un tout petit parallèle qui pourrait être fait entre quelque chose qu'on connaît depuis toujours et la sécurité numérique, où du coup les gens ont peut-être du mal à se dire oui, bon, encore une fois, moi j'ai rien à cacher, c'est pas grave, si les gens ils voient mes photos de vacances, je m'en fous. Enfin bon, non mais voilà, je veux dire, les gens c'est ce qu'ils se disent et les jeunes c'est ce qu'ils se disent aussi. On peut faire le parallèle avec votre maison et un cambriolage. Quand vous partez en vacances, vous ne laissez pas les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, tout ouvert en disant de toute façon ça va, j'ai pas trop d'argent dans mon matelas, j'ai pas trop de bijoux, j'ai rien à cacher, je pars, je laisse tout ouvert. En fait non, vous fermez quand même la porte à clé, vous fermez les fenêtres, les portes. On ne vous demande pas de blinder la porte, de faire un terrain militaire de votre maison avec des barbelés, etc. Mais on vous demande juste de fermer les fenêtres, fermer la porte à clé. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous parce qu'on n'a pas envie de se faire cambrioler. En fait, c'est la même chose dans le monde numérique. C'est exactement pareil. Quand on utilise l'ordinateur ou le téléphone ou autre, on ouvre vraiment sur notre vie
c'est une ouverture totale sur notre vie. Et donc, si on veut s'en protéger, c'est pas forcément utiliser les grands mots cybersécurité, ça fait peur, mais c'est juste qu'au quotidien, il faut le faire. Et les entreprises encore plus, parce que l'impact est colossal en fait. Donc voilà. Je crois qu'il y a une question presque là-dessus de sobriété des usages numériques, qui peut être une manière de se protéger aussi. Très bien, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ou si vous en avez d'autres, on pourra échanger là-bas. Merci beaucoup en tous les cas pour vos interventions. Merci. Merci.